Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci de m'avoir associé à ce séminaire, à ce colloque consacré au Moyen-Orient. Comme vous l'avez rappelé, effectivement, je suis arrivé au Moyen-Orient en 1966, un peu par hasard. Et j'ai été nommé à Bruxelles, qui, comme vous le savez, est la banlieue de Paris. Et finalement, je me suis retrouvé à Beyrouth dans un poste qui était régional et qui m'a permis effectivement de connaître toute cette région attachante. Et je suis tombé dans la potion magique, si j'ose dire. Et lorsque, quelques années plus tard, on m'a demandé si j'avais une région de préférence pour être nommé ambassadeur, je dis le Moyen-Orient. Et donc, je suis arrivé comme cela en Jordanie en 1989. Je pense que votre colloque vient sur... parce que plus personne ne parle du Moyen-Orient. On parle de l'Ukraine. L'Ukraine, c'est une histoire tragique, naturellement. Elle occupe l'actualité. Mais le Moyen-Orient est toujours là, avec ses problèmes, avec ses États faillis, avec la menace qu'il peut représenter pour ses populations et pour l'Europe dont il est si proche. Et donc je voudrais essayer de faire un tableau synthétique de la situation actuelle au Moyen-Orient et de voir en quoi elle peut nous concerner. Effectivement, le premier constat qu'on peut faire lorsqu'on parle du Moyen-Orient, c'est que il semble être déjà depuis plusieurs années caractérisé par le chaos et par un certain nombre d'échecs. Qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Nous voyons que dans cette région du monde, les États faillis se multiplient, qu'il s'agisse de la Syrie, du Liban, de la Libye, de l'Irak et du Yémen. Ce sont des États dans lesquels les gouvernements légaux sont largement impuissants, sont paralysés par leur division. Ils ne contrôlent mieux qu'une partie de leur territoire. Certains sont de fait fragmentés en plusieurs entités, avec des ingérences étrangères diverses et variées, qu'il s'agisse de la Russie, des États-Unis, de la France parfois, et de façon plus discrète mais efficace de la Chine, avec des forces armées qui sont contestées par des milices qui sont organisées parfois par l'Iran, parfois je dirais de façon tout à fait anarchique. Je dirais qu'en Libye il y a autant de milices qu'il y a de villes importantes dans ce pays. Tout le monde connaît le rôle que joue le Hezbollah au Liban, le rôle qu'ont joué des milices chiites en Syrie. Tout ceci effectivement contribue au maintien du chaos, car les seigneurs de la guerre qui animent ces milices n'ont pas du tout intérêt à terminer, à dissoudre leurs troupes. Et les combattants, je dirais, sont effectivement heureux de trouver une source de revenus dans des pays qui sont largement sinistrés économiquement. Effectivement, il y a une dimension de la faillite, ce sont des économies sinistrées, des pays auxquels je fais référence, avec des pénuries, avec des destructions des infrastructures et une paralysie des services publics, ce qui est notamment le cas aussi bien notamment au Liban qu'en Syrie. Tout ceci se traduisant par une pression migratoire. Je voyais un sondage qui montrait que la moitié des jeunes Libanais voulaient quitter leur pays et le quitter sans retour. Un autre aspect de ces troubles et de ce chaos, c'est que la menace islamiste est encore très forte, avec effectivement une réislamisation des sociétés qui sont allées jusqu'à la radicalité. Certes, le djihadisme remonte, est né en Afghanistan dans les années 80,
a bénéficié d'ailleurs, comme vous le laissiez entendre, du soutien aussi bien de pays comme les États-Unis ou l'Arabie Saoudite. Ce qu'on peut constater, c'est que alors que les mouvements djihadistes pouvaient représenter quelques centaines de combattants au moment du 11 septembre, maintenant ils se comptent par milliers, voire par dizaines de milliers. Certes, sur un plan statistique, on a l'impression qu'après le niveau qu'a atteint ce terrorisme au cours des années 2010-2015, on est en phase de déclin, ce qui est vrai statistiquement, car il y a une diminution globale des attaques terroristes dans le monde, y compris au Moyen-Orient. Mais il existe, comme vous le savez, des mouvements qui sont plus que résiduels. Il s'agit d'Al-Qaïda, aussi bien en Syrie, à travers Hayat al-Sham, qu'en Afghanistan ou qu'au Yémen, qu'il s'agisse de l'État islamique en Irak, qu'il s'agisse également du PKK en Turquie. Et les récents événements de la prison proche de Al-Saqqa montrent que cette menace terroriste au Moyen-Orient reste forte, sans parler naturellement de cette menace qui peut apparaître aussi bien, qui existe aussi bien au Sahel, d'une façon générale en Afrique, avec le risque que l'Afghanistan redevienne de nouveau une base arrière et d'entraînement d'un certain nombre de mouvements, compte tenu de la proximité du clan Akkadi qui est effectivement au pouvoir avec les talibans, des liaisons entre le clan Akkadi et Al-Qaïda. On notera également un autre aspect, je dirais, de ce chaos, c'est l'importance des affrontements guerriers en cours ou potentiels. Pratiquement le Moyen-Orient n'a pas cessé d'être en guerre civile ou internationalisée depuis 50 ans. Au total, on peut compter qu'il y a eu à peu près 3 ou 4 millions de morts, sans parler des blessés. Actuellement, la guerre continue sous différentes formes, soit de façon hybride, comme en Syrie ou au Yémen, soit une guerre de l'ombre qui devient de plus en plus ouverte entre Israël et l'Iran, aussi bien avec aussi des guerres par proxy au Yémen, comme en Libye ou comme en Syrie. Actuellement, il y a effectivement, outre ces guerres, deux risques potentiels. La question palestinienne n'est toujours pas réglée. On se souvient de l'opération qui a été menée par Israël sur Gaza. Il y a toujours le risque, effectivement, que ceci revienne. S'agissant de l'Iran, les négociations semblaient aller dans la bonne direction, mais il est clair que ces négociations ont été quelque peu perturbées par effectivement la guerre en Ukraine. Et pour l'instant, elle n'est pas bouclée. Si elle ne devait pas être bouclée, ou même si elle est bouclée, mais si elle est jugée insatisfaisante par certains pays, je pense notamment à Israël, un risque effectivement de nouveaux affrontements existe également dans cette direction. Certes, il y a quelques lueurs d'espoir. Les germes de la démocratie sont apparus avec le printemps arabe à partir de 2011, puis avec les différents mouvements qu'on a appelés Irak. Mais comme vous le savez, aucun n'a vraiment débouché sur la démocratie. Le seul pays qui semblait, je dirais, devoir accéder à une certaine forme de démocratie, c'est la Tunisie, mais les événements récents, l'attitude du président Saïd, effectivement, pose question. Il existe effectivement dans ce pays des sociétés civiles en émergence. Il y a des sociétés qui sont de plus en plus éduquées, de plus en plus urbanisées. En longue période, il y a eu effectivement un développement du niveau de vie, tout dans les pays qui n'ont pas été sinistrés récemment. C'est une société civile également plus organisée,
à la fois dans des mouvements caritatifs, mais également parfois dans des mouvements politiques. C'est une société également mieux informée, avec, à travers les médias internationaux, mais surtout à travers les réseaux sociaux. Tous ces pays ont connu tout de même un développement, avec des revenus par habitant qui ont cru en valeur relative et de façon constante, là aussi, sauf les exceptions que j'évoquais tout à l'heure, avec un développement des infrastructures, avec l'institution du système scolaire et universitaire. Ce qui est frappant, cependant, c'est que, peut-être à part la Turquie et à part l'Iran, qui sont ou qui peuvent être potentiellement des pays émergents, il n'y a aucune véritable puissance économique. En revanche, il y a des puissances financières, compte tenu du développement, de l'augmentation considérable des revenus des pays pétroliers, qui ont constitué des fonds souverains qui disposent de plusieurs centaines de milliards d'actifs. En particulier, les fonds d'Abu Dhabi, puisqu'il y a plusieurs fonds, les fonds du Qatar et du Koweït. Ceci étant, ce pays reste effectivement menacé par les effets de la guerre en Ukraine, à la fois sur le plan de la sécurité alimentaire, avec le double risque d'une rupture des approvisionnements et des hausses des prix considérables pour des pays qui sont fort importateurs de céréales, je pense notamment à l'Égypte, à la Syrie ou au Liban. On peut craindre également que tout ceci ne se traduise par des effets déstabilisants pour des pays qui sont encore fragiles, vulnérables, comme l'Égypte ou en Afrique du Nord, la Tunisie et la Maroc. Comment expliquer cette situation? Je pense qu'effectivement, il y a beaucoup d'éléments, je dirais, internes, endogènes. La malgouvernance qui a sévi pendant des décennies dans ces différents pays, avec peut-être quelques exceptions, mais le rapport de PNID va tout à fait dans le sens où vous l'indiquiez tout à l'heure. Certes, il y a eu un développement de ces pays, mais moins que les autres régions du globe, le monde arabe, et d'une façon générale au Moyen-Orient, est en retard par rapport à toutes les autres grandes zones du monde, y compris l'Afrique. La montée en puissance d'un islam salafiste ou de l'islam politique et de ses perversions a joué naturellement un rôle important. Les révolutions manquées ont eu un certain nombre d'effets pervers, si j'ose dire, qu'il s'agisse à la fois de l'affaiblissement des structures étatiques et administratives, que l'impact économique désastreux qu'ont entraîné des troubles sociaux, la réticence des investisseurs locaux, je dirais, d'être actifs dans un tel contexte, un vide politique qui n'a pu qu'attirer les mouvements djihadistes. La révolution islamique d'Iran en 1979 et la volonté, je dirais, d'exporter la révolution, la politique iranienne, je dirais, d'influence qui affecte l'ensemble du Moyen-Orient a joué également dans ce sens. Et je voudrais souligner toutefois peut-être plus sur le jeu d'un certain nombre de puissances régionales, d'ailleurs non arabes, qui se sont affirmées récemment et qui ont plutôt joué dans le sens de la déstabilisation et qui ont en quelque sorte ajouté le chaos au chaos. Je pense naturellement à la Turquie, qui est de puissance docile appartenant à l'OTAN, a développé un aventurisme militaire. L'armée est certainement la plus puissante et la plus nombreuse du Moyen-Orient. Elle est bien armée avec une industrie locale importante. Et elle a développé une politique extérieure depuis une dizaine d'années, très active pour ne pas dire aventuriste, mais qui bénéficie le soutien à peu près unanime d'une population qui est très nationaliste. S'agissant de l'Iran, l'Iran a en quelque sorte, les dirigeants iraniens ont en quelque sorte poursuivi et amplifié la politique du Shah, non seulement sur ce golfe qui ne pouvait être que persique, mais également sur l'ensemble du Moyen-Orient,
non pas par des guerres, mais par une politique très opportuniste qui a saisi les occasions, notamment en Irak, au Liban, au Syrie, au Yémen, et et en créant un certain nombre de milices, qu'il s'agisse de pays comme l'Irak et le Liban, ils ont pu développer leur influence effectivement dans un certain nombre de pays. Enfin, s'agissant d'Israël, c'est une puissance qui a été, je dirais, pendant longtemps isolée et défensive, et qui est devenue de plus en plus offensive, comme on le voit dans cette guerre de l'ombre dont je parlais tout à l'heure. Le commandement israélien d'ailleurs s'est réorganisé, et vous avez une branche qui est totalement consacrée à la lutte contre l'Iran sous toutes ses formes, dirigée par un jeune général qui s'appelle le général Tal Kalman. Cependant, ce qui est frappant, c'est également que le Moyen-Orient est en train de connaître un basculement géopolitique majeur. La politique américaine a été dévastatrice à bien des points de vue, et on assiste effectivement un déclin de l'influence américaine, comme d'ailleurs de l'Europe. Il faut dire qu'avec l'intervention en Irak en 2003, les États-Unis ont fait à l'Iran un double cadeau. Ils ont éliminé la principale menace que représentait sur l'Iran la présence de Saddam Hussein, et d'autre part, au nom de la démocratie, les États-Unis ont mis en place un gouvernement dominé par les chiites, qui le restera, parce qu'effectivement, les chiites sont majoritaires dans le pays. Il est clair que la dissolution par Paul Bremer à la fois du parti Baas et de l'armée, dès 2003, a eu plusieurs effets pervers et a contribué, je dirais, à la naissance de l'État islamique, des insurgents qui sont devenus l'État islamique. Les États-Unis bénéficient, si j'ose dire, d'un déclin de crédibilité depuis 2013, avec effectivement le refus d'Obama de s'engager, et de même qu'avec l'absence de réaction du côté américain pendant l'administration Trump. Ce désengagement vers le pivot pacifique résulte d'un certain nombre de facteurs, notamment l'importance que peut présenter la Chine comme rivale, mais également une certaine fatigue du Moyen-Orient de l'opinion publique qui est relayée par l'exécutif et qui se confirme avec l'administration Biden. En parallèle, on constate un retour en force de la Russie, qui en fait ne fait que reprendre une politique très ancienne qui date du temps des tsars. Il faut dire que la Russie avait bénéficié d'un certain nombre d'opportunités. Ce qui est frappant, c'est que la Russie non seulement a développé ses liens avec les anciens pays qui avaient avec l'Union soviétique des relations privilégiées, je pense notamment à la Syrie, mais la Russie s'est implantée dans des terres totalement nouvelles, en Iran, dans les années 2000. Il faut dire que la politique de sanctions a favorisé cette évolution. En Arabie Saoudite, on voit la qualité des relations entre Mohammed Ben Salman et le président Poutine, et la concertation très étroite qui existe dans le cadre de l'OPEP+. Relations également avec Israël, et compte tenu effectivement de l'importance de la communauté russe et ukrainienne d'ailleurs qui existe en Israël. Quant à la Chine, elle arrive discrètement, mais sûrement, elle pose ses pions. Il s'agit d'une politique d'influence qui arrivée discrètement depuis les années 2000 et qui a été concrétisée par un China's Arab Policy Paper en 2016 qui coïncide avec l'arrivée au pouvoir de Xi Jinping. La nomination d'un envoyé spécial, qui est actuellement l'ancien ambassadeur de Chine à Paris, confirme cette évolution, de même que le voyage de Xi Jinping
2016 en Égypte, aux Émirats Arabes Unis et en Iran. Plus récemment, une tournée l'année dernière, une tournée du ministre des Affaires étrangères a confirmé cet intérêt, de même qu'un certain nombre d'accords de partenariat qui ont été conclus, en particulier avec l'Iran, un pacte de coopération stratégique qui a été signé en mars 2021. Tout ceci explique que la Chine comme la Russie sont maintenant effectivement très présents dans cette région du monde. Et on peut constater qu'effectivement, grâce à cet engagement, la Russie bénéficie d'une certaine neutralité, pour ne pas dire d'une certaine complaisance, de la part des pays du Moyen-Orient dans son action contre l'Ukraine. Ainsi, je dirais, le Moyen-Orient reste une zone stratégique, une zone difficile, une zone qui nous concerne. Et je pense qu'en 2022, on va entendre parler de nouveau, du Moyen-Orient en plus de l'Ukraine. Merci beaucoup.